Alors, on va aller se balader un peu. Le ciel a l'air un petit peu menaçant. Allez, va, Sun. Et donc, on reprend la même balade qu'hier, sauf qu'hier, on l'a pris un petit peu plus loin, la vidéo. Voilà. Putain, aujourd'hui j'ai mal dormi, quoi. Oh la vache, j'ai fait des cauchemars. Je me suis fait tabasser dans mes cauchemars. Un truc de fou. Je me suis fait tabasser, je me suis fait intimider. Je te jure que c'était pas agréable. Il y a des rêves un peu plus agréables que ça. Je sais pas d'où ça vient, ça. C'est comme ça, hein. Non, c'est pas comme ça, mais... Normalement, j'arrive à contrôler mes rêves. Mais comme j'ai acquis un certain petit contrôle sur mes rêves, petit, hein, eh ben, je pense que là, c'est une espèce de gros coup dans la gueule, histoire de dire rentre dans le rang, arrête de contrôler tes rêves, laisse-nous te projeter un petit peu sur ton écran mental ce que nous on a décidé pour toi. Et clairement, hein, ça vient pas de l'inconscient, ça, je pense pas. Enfin, si, peut-être alors. Ça va chercher dans la mémoire, ça va chercher dans... Enfin bon, bref, on s'en fout. C'était pas la meilleure nuit de ma vie, ça c'est sûr. Il est bien cet arbre, hein. Sympatoche. Et voilà, on continue un peu. Ah, hier ça m'a fait tellement du bien cette petite marche là. Tellement du bien et tellement du mal en même temps. Comme j'ai une fracture de fatigue, faut pas que je marche trop. Et comme j'ai fait une thrombose, faut que je marche. Faut que je fasse circuler le sang. Voilà, donc c'est vraiment pas cool. En plus je déprime. Alors je sais pas si c'est de la vraie déprime ou si c'est de l'anxiété ou si c'est du stress ou c'est... Il y a un truc avec moi, il y a un truc qui va pas, il y a un truc clairement pourri qui va pas dans ma tête. Je sais pas ce que c'est. Ça commence par manque de confiance en moi, des idées à la con, auto-dévaluation, auto-flagellation, tendance à la rumination. Quand je suis dans l'action, ça va, ça gère. Une espèce de timidité maladive, mais qui n'en est pas finalement, parce que, enfin, qui n'en est pas. J'arrive très facilement à passer outre, notamment quand je vois des gens se battre dans la rue, ça me pose pas de problème d'aller les séparer. Donc, je suis pas si timide, mais il y a un truc avec les rapports sociaux, un truc pourri qui fait que ma vie c'est un enfer. Et je sais pas ce que c'est. Et ça m'a bouffé ma vie. Ça m'a bouffé toute ma vie parce que ça m'empêchait de vivre. Des états émotionnels à la con qui arrivent, qui disparaissent et qui m'ont fait replier sur moi-même. Voilà. Qui m'ont fait replier complètement sur moi-même. Et là, je vis un isolement social, familial, extraordinaire. Enfin, extraordinaire, vertigineux, on va dire. Vertigineux, c'est le mot, ouais. Vertigineux. Tellement vertigineux que quand j'y pense, j'ai envie de vomir.
quand quelqu'un s'approche de moi, en général je ne le laisse pas s'approcher parce que j'ai tellement peur qu'ils se rendent compte à quel point je suis nul. Tu vois. Et puis quand j'arrive à passer par-dessus cette idée à la con, des fois je doute que ce soit une idée à la con, des fois je me dis non c'est la réalité. Mais bon, des fois je laisse approcher des gens, on discute, ça se passe toujours très bien. Les gens sont toujours assez enchantés du rapport qu'ils peuvent avoir avec moi. Et puis après j'ai des pensées qui me disent que bah ouais, ils se sont foutus de ma gueule. Et puis après je les revois plus parce que je me suis dit, parce que je me dis oh là il a fait un signe avec son œil. Là, je devais l'ennuyer. Pourquoi je lui racontais ça? Je fais une espèce de débriefing, du contact, de la rencontre en fait. Et puis après, en général, j'évite quoi. J'évite. Je trouve toujours une excuse pour éviter. Et on reste dans du bonjour, au revoir, très classique, absolument pas nourrissant, très merdique et très isolant, très... Ah moi je peux plus vivre comme ça là. Je peux plus vivre comme ça. Le matin quand je me réveille j'ai envie de me suicider. J'ai des idées comme ça au réveil. Pas tout le temps. Puis ça fait des années. Quand je dis des années, c'est des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Ça fait beaucoup alors. J'ai eu le temps de m'habituer à tout ça. Mais donc voilà, je vis tout seul. Ma fille, quand je l'ai, on est dans une espèce de huis clos tous les deux, en tête à tête. Et j'en ai conscience. Et c'est ça encore qui est plus douloureux, parce qu'avant j'en avais pas conscience. Parce qu'avant je m'anesthésiais avec du shit. Voilà. Et maintenant que j'ai arrêté le shit, et que je veux absolument plus retourner dans ces espèces de comment dire, d'airbag émotionnel. Et là, ma vie change et je vois à peu près l'enfer que c'est que ma vie. Et je vois aussi à peu près l'enfer que c'est la vie en général. Avec des gens autour de moi atteints par la vieillesse, la maladie. Ils sont en train de crever. Et putain. Et en fait c'est ça le truc quoi. C'est ça le truc, c'est... Voilà, donc là tu reconnais, c'est là où on était passé hier. Peut-être ça serait sympa d'aller faire un tour à l'école. On va aller faire un petit tour à l'école. Allez viens, je t'emmène. Donc l'église, voilà, et puis le petit endroit où on allait chercher des bonbons. Et la dame s'appelait, je sais plus comment. Voilà, c'était ici la boutique. Petite ruelle. Et des fois on passait de ce côté, des fois on passait de l'autre côté. Voilà. Ah ouais, c'est une vidéo très chiante. Très chiante et très casse-couille. Ça c'est l'animal par excellence qui a absolument pas besoin des humains. Et les humains sont absolument tout le temps constamment en train de filer à manger à ces bestioles comme si elles n'étaient pas capables de trouver à bouffer elles-mêmes. Et ça fait qu'on est envahi de chats obèses, stupides, parce que ça les rend cons au bout d'un moment de rester sur leur canapé à attendre de se faire livrer par le Uber de service. Voilà, donc tu vois la petite rue là, le petit chemin de l'école, voilà. Ça c'est le chien, il n'était pas avant, il n'y était pas le chien. Le chien c'est nouveau. Voilà. Et donc là il y avait l'école primaire d'un côté
et l'école maternelle de l'autre. Et au-dessus, c'était la maison, l'appartement gigantesque de l'instituteur. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas trop si on peut regarder la cour d'école. Ah, d'ici à ce que tu fasses tomber le téléphone derrière la grille, il n'y a qu'un pas, méfiance. Donc voilà. Avec le préau au bout, si on voit encore. Voilà. Donc tout ça, c'est des souvenirs. Et puis c'est forcément des bons souvenirs, parce que c'est des souvenirs où on est jeune, c'est des souvenirs où on perd personne. Et puis là, tu vois, c'est le jardin. T'as vu, c'est une belle baraque quand même. Hein. Le mec, il est là, il vit avec sa femme, avec un joli putain de jardin. Dans le hangar, il y avait ses flippers et tout ça. Voilà. Et ça, c'est pour ses gosses, hein, c'est pas pour l'école. Enfin, je pense pas en tout cas. À moins que ça ait changé. Peut-être que c'est devenu un petit terrain pour l'école maternelle. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Bon, on va pas continuer la balade, on va remonter tranquillou. Alors tu vois, ce genre de petite école de campagne. Voilà. Avec à côté des animaux, des chevaux, des ânes, des vaches, des poules, et tout ça, et tout ça. Alors tu vois, il y a le truc là aussi. Ça c'est drôle. La liberté, l'égalité, la fraternité. Pourquoi pas? Allez, je vais même pas rebondir là-dessus. Voilà, et puis on remonte. Donc voilà, faut imaginer le truc avec plein de mômes qui sortent de l'école en groupe, en bande. Voilà. Et le temps passe. Et je peux te dire que je sais pas si c'est lui qui passe ou si c'est nous qui passons, mais je peux t'assurer que ça va vite. Et voilà, donc je pense que parti comme c'est parti, on va reprendre la balade d'hier. Ah non, en fait, on va prendre le GR7. Ça va être bien plus cool. Alors ça, c'est l'église. Hein. Alors tu vois, quand tu vois des églises comme ça, on a enterré mon frère ici, on n'a pas pu enterrer ma mère parce qu'il y avait le Covid. Du coup, voilà, enfin du coup le bordel quoi. Voilà, voilà. Et là, c'est le petit parking du village. Et on va prendre le GR7. Et là, ça me fait bizarre parce que la dernière fois que je l'ai pris, enfin non, la dernière fois j'étais tout seul, mais parce que Loulou, quand elle vient ici, c'est difficile de la faire bouger, elle a la flemme. Alors je sais jamais si c'est la flemme, parce que c'est la flemme, ou alors si c'est la flemme de se dire je veux pas qu'on me voie avec mon père, j'ai trop la honte. C'est peut-être cette flemme là finalement. Tu vois, c'est le genre de délire qui se passe dans ma tête. Oh, oh, oh. Mais viens là, wow. Marche au pied. Va te faire écraser, toi. Allez, va devant.
Voilà, elle reconnaît. C'est un chemin qu'on a pris avec elle. Elle nous a accompagnés jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je sais pas si c'est la meilleure chose qu'on a faite. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on a fait avec ma petite chérie, avec Loulou. Et ça nous a fait des souvenirs. Enfin, j'espère, des bons souvenirs. Et moi, perso, avec le recul, je me dis que putain, j'avais nulle part ailleurs où aller, en fait. Ça aurait été bien d'aller voir des potes, ça aurait été bien que quelqu'un nous attende quelque part, ça aurait été bien de pouvoir se poser chez des amis, de partager, tu vois, mais j'avais rien à lui proposer d'autre que de partir marcher avec un sac à dos. Voilà, je suis tellement solitaire que c'est quelque chose que j'ai découvert. Et puis c'est marrant parce qu'au fil des années, je suis devenu encore plus solitaire. Ça veut dire que au début sur ce chemin, bon, on partageait pas mal. Et puis finalement très vite on s'est aperçu que, enfin je me suis aperçu, parce que le loup était plus jeune, mais qu'il y avait beaucoup de cons en fait, beaucoup de conneries, beaucoup de connards, beaucoup de gens, enfin, des gens normaux en fait, des gens qui viennent passer des vacances. Et moi, moi j'étais pas quelqu'un de normal qui venait passer des vacances mais j'étais quelqu'un qui faisait ça parce que je voulais devenir meilleur, tu vois, je voulais grandir, j'avais plein de grandes aspirations. Et puis voilà. Et puis surtout j'avais découvert qu'il y avait un vrai plaisir de marcher. Et ce plaisir de marcher, je voulais le faire partager à ma fille. Voilà. Alors ma fille est quelqu'un de très sociable, contrairement à moi. Enfin moi aussi je suis très sociable, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, je rentre vite dans ma coquille. Enfin ça c'était aussi avant parce que, mais je te parle de quelqu'un qui régulièrement fumait du shit, tu vois. Quand on marchait, j'en fumais pas. En général ça durait à peine un petit mois et après je reprenais, tu vois. Donc je pense que mon organisme n'avait pas le temps de se décrasser de cette merde, parce qu'il faut appeler un chat, tu vois. C'est quelque chose qui me permettait de supporter ma triste réalité et de supporter la triste réalité de cette existence, tu vois, où on met au monde des enfants dans un monde de souffrance, tu vois. Enfin bon, après voilà, c'est sûr que je suis super sensible et tout, peut-être un peu trop, quoi. Mais voilà, c'est un monde inhumain qui est en train de devenir, j'ai l'impression, encore plus inhumain. Ou alors c'est moi qui vieillis, je me rends pas compte de ça, tu vois. Ou je suis resté un petit égoïste merdeux, bloqué à la sortie de l'enfance. J'en sais rien. J'ai personne autour de moi qui peut me donner une réponse. Même mon psy, qui est... à ce moment-là, moi aussi je suis psy, hein, mais bon. Et puis il y a des moments où je me dis, mais non, pourquoi je veux absolument rentrer dans une case, être comme ci, être comme ça, je suis comme je suis, avec mes moments pleins, et puis avec mes moments vides, tu vois. Mais il y a un truc aussi qui me fait chier, c'est que je me rappelle plus la dernière fois où j'ai vraiment rigolé, où j'ai été bien, à part avoir fumé, après avoir fumé, tu vois. Mais des vrais moments où j'étais bien. En fait, je suis bien quand je suis dans le déplacement. Tu vois, je suis bien quand je suis dans le déplacement. Et dès que j'arrive quelque part, ça me fait chier. Je sais pas pourquoi. Peut-être une mémoire nomade qui fait ça. Quand je suis dans le déplacement, je suis dans l'action, il y a quelque chose, tu vois, on prépare les sacs, on prend la voiture, je conduis des centaines, des milliers de kilomètres pour aller marcher avec Loulou, tu vois. Enfin bon, récemment, elle m'a bien fait comprendre que c'était pas trop son délire. Alors, aussi, c'était peut-être son délire, mais bon,
voilà, elle passe à autre chose et je comprends, hein. Elle a 19 ans, je peux tout à fait concevoir ça. Et puis comme j'ai bâti toute ma vie autour de ma fille, et ben comme je vois que maintenant elle a un chum, et c'est bien cool pour elle, et franchement tant mieux, tu vois. Et ben moi, faut que je me rebâtisse une vie. Et je me suis rendu compte dans ce processus de, comment dire, de me redécouvrir, de me trouver une vie, je me suis rendu compte que j'étais complètement vide en fait, et complètement creux. Que tout ce que j'avais à dire c'était rien en fait. J'étais un espèce d'abruti, j'étais devenu un abruti total, ou peut-être je l'étais déjà avant, tu vois, quelqu'un sur qui les gens comptent pas, alors que j'ai l'impression d'être assez fiable quand même, parce que quand je dis quelque chose, en général je le fais, enfin tout le temps je le fais, et je supporte pas les gens qui disent quelque chose et qui ne le font pas, ou qui parlent en l'air. Donc ma fille est un peu comme moi aussi, enfin elle est comme moi carrément même. Mais tu vois ces rochers là, ça me fait travailler l'imaginaire, un truc de folie, tu vois. C'est cool qu'il fasse pas trop mauvais parce que, ou pas trop beau, parce que filmer cette région là c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Ouais, donc du coup je me suis aperçu que ma vie était complètement plate, complètement vide, que j'avais pas forcément acquis de compétences professionnelles, que je m'étais isolé. Il faut aussi comprendre que quand on me fait des compliments, je les accepte pas. Pour moi, c'est du fake, c'est de la merde, c'est du foutage de gueule, voilà. Et ça, c'est depuis toujours un peu, quelque part, tu vois. Donc, et puis je dégage aussi beaucoup d'énergie, et les gens ont peur de moi. Parce qu'ils sentent qu'en moi, il n'y a pas quelque chose d'apaisé. Il y a quelque chose toujours un peu en révolte complète. Attention, ça fait pas de moi quelqu'un de dangereux, mais ça fait de moi quelqu'un d'effrayant, peut-être de flippant, je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui s'est mis en danger, ou qui a mis en danger des vies. Non, je suis comme je suis, quoi. Je suis quelqu'un de profondément... j'ai des colères extraordinaires, des coups de gueule de fou, des prises de position incroyables. Enfin, incroyables, quand je dis incroyable, c'est cohérente et puis stable et forte, tu vois. Stable et forte. Et j'accepte pas les gens autour qui parlent et qui sont dans cette espèce d'incohérence, cette espèce de cohérence où les gens parlent et puis ils agissent après, ou ils agissent plus une fois qu'ils ont dit les choses, ils le font pas. Tu vois, moi j'ai toujours dit à ma fille, je te demande pas de me dire un truc, me dis rien, mais si tu me dis quelque chose, tu le fais. Voilà, et ça c'est important, parce que moi je peux concevoir la douleur et la détresse et la déprime et la brûlure de quelqu'un qui attend de quelqu'un d'autre la concrétisation de ses promesses. Tu vois, les promesses que tu fais à un enfant, tu les tiens. Il n'y a même pas à réfléchir. Et tu fais ça pareil pour les adultes. Tu lui fais pareil à l'adulte. Parce que sinon, les adultes comme moi, ça les brise. Ouais, je te jure, ça les brise. Le mot, il est pas trop fort. Alors ça va pas me briser pendant toute ma vie, mais ça va me faire des espèces de petits pavés mémoriels qui vont constamment venir
interférer dans le cours de mes journées et dans mes ruminations constantes et apporter de l'eau au moulin de mon autoflagellation. Voilà. Et là, en ce moment là, je suis en train de prendre conscience de tout ça, de tout ce qui se passe en moi, de toute cette saloperie que je porte sur les épaules. Et je m'aperçois aussi que la grosse partie, la majorité, la totalité même, de tout ce que je traîne, de ce mal-être, eh ben il m'appartient pas. Il m'appartient pas. Alors, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai ouvert des grands yeux, je me suis dit, mais alors c'est cool, si ça t'appartient pas, enjoy quoi, fais ta vie. Ouais, il m'appartient pas, mais n'empêche que les gens qui sont autour de moi, que je vois de temps en temps, la famille, épisodiquement, tu vois, je les vois vieillir, je les vois vieillir, et je vois les parcours de leurs enfants, qui sont un peu plus jeunes que moi, mais qui ont des familles, qui ont des emplois, qui ont des maisons, qui ont construit des choses, qui ont des amis, qui ont des relations, qui ont des passions, qui ont des choses qui les fait vibrer. Tu vois, moi, à part marcher comme ça sur les chemins, avant je faisais du sax. Maintenant c'est fini tout ça. J'ai toujours été naze en fait. Toujours. Mais bon, je me faisais plaisir. Je jouais avec d'autres gens dans des groupes. Et c'était plutôt bien. Et ça permettait de colmater un peu le vide de mon existence. Et pendant que je faisais mes gammes et que je travaillais mon instrument, eh ben, je me posais pas de questions sur qu'est-ce que je fous sur cette putain de planète des singes. Voilà. Qu'est-ce que je fous sur cette putain de planète des singes. Voilà. Et puis maintenant j'en suis à un point où je peux pas être léger, libéré, parce que tu as toujours le poids du regard des autres, et dans leur regard, il y a une cage tout le temps. Et dans cette cage, il y a ton propre reflet, il est déjà enfermé, un peu comme une photographie, tu sais, qui aurait emprisonné ton âme. Donc c'est pas facile de passer outre le regard de l'autre, quoi qu'on en dise. Parce que quand tu as un regard négatif sur toi-même, donc forcément les autres ils ont aussi un regard négatif sur toi-même. Donc c'est une espèce de cercle vicieux là à la con, extrêmement vicieux, tu vois, où j'ai l'impression de vaciller à chaque pas sur le fil d'un rasoir, où je vois une espèce d'humanité qui marche en souriant et en faisant semblant de trouver ça cool vers sa propre mort, tu vois, sa propre déchéance. Des gens qui annoncent qu'ils ont des cancers et 2 minutes après ils te parlent d'autre chose. Putain, je sais pas, moi je comprends pas tout ça, moi. Moi je comprends pas. Parce que quand quelqu'un est malade, toi tu peux rien faire pour lui. À part être là, essayer de lui donner une bonne énergie, mais moi la plupart du temps, mon énergie elle est vampirisée, tu vois, et je me retrouve très vite vidé dans les ambiances un peu comme ça. Je me retrouve très très vite vidé, mais complètement. Alors petit pylône, hein. Non mais franchement la région est terriblement... Elle est terrible cette région, elle est terrible. J'ai vécu là quelques années, pendant que ma fille vivait en Seine-Saint-Denis. Et bah c'était l'enfer, voilà. Parce que quand t'es loin
t'es loin de ton enfant, ben, c'est pas facile. Puis je suis arrivé là-bas, bah, j'ai pas réussi à socialiser. Voilà. Pourtant on m'a invité plein de fois à des trucs, mais je peux pas parce que bah, je me sens trop nul, tu vois, je me sens trop nul. Je me sens trop nul, ça fait chier quoi. Quand je suis dans une soirée, bah, c'est cool hein, parce que bah ouais, je picole, je fume. Quand je bois, bah, c'est plutôt sympa. Je suis pas quelqu'un de désagréable. Quand je fume aussi, je suis plutôt quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui va vers l'autre. Mais depuis que j'ai arrêté de fumer, là, je sens que... Alors j'attends, hein, parce que on en est au 130e jour ou 129e jour. 130e jour. Sans fumer, sans boire d'alcool. Tu vois, bon, j'étais pas un gros fumeur, mais j'ai arrêté parce que je faisais des rêves, des cauchemars incroyables. Mais un truc de fou, limite de la possession, quoi. Et puis c'était plus viable, quoi. C'était plus viable parce que voilà, je sentais que j'étais en train de crever, problème de santé. Et puis un jour là, j'ai arrêté comme ça. Et je pense que je reprendrai jamais parce que c'est tellement bon de pas fumer, et c'est tellement bon de sentir la mécanique de ton corps comme ça. Et je fumais parce que je me sentais agressé émotionnellement. Tu vois, je rentrais de vacances, j'avais arrêté de fumer pendant 3 semaines ou un mois, et je me disais bon bah c'est bon, j'arrête. Et je tenais une journée, je tournais en rond, tu vois. Je regardais ma petite boîte où je mettais mon matériel. Et puis un jour ou deux après, il y avait quelqu'un qui me disait un truc dans la rue. Et ça me faisait mal, tu vois. Et du coup, j'utilisais ça pour refumer un petit peu. Puis je disais, allez, c'est bon, juste un. Et puis demain, j'arrête. Et puis après, c'est la deuxième fois. Il y aura la troisième fois et après, c'est fini, tu vois. Puis au bout de la troisième fois, l'habitude, elle est reprise. Et voilà. Et c'était parti comme ça, quoi. Avec du mauvais sommeil, des voyages astro, des voyages dans le monde, je sais pas, dans le monde imaginaire je sais pas ce que j'ai vécu. J'ai vécu des... En fait, l'esprit, quand il est conditionné sur quelque chose, il crée ce quelque chose. Donc il suffisait que je rentrais dans des vrais voyages introspectifs. Ça ouvrait des choses en moi, vraiment. Mais pour découvrir des choses en soi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer quand c'est comme ça. Donc tu vois, je faisais de la méditation, du yoga après avoir fumé. Ça augmentait les effets, exercices de respiration, des pranayamas, ce genre de choses. Tu vois, et il y a un putain de prix à payer. Le prix du matin, tu te réveilles pas, t'as la gueule dans le cul. Il te faut quasiment toute la journée pour retrouver tes esprits. Puis quand tu les as trouvés, bah c'est le soir. Et puis le soir, bah tu fumes. Enfin moi c'est ce que je fumais le soir. Voilà. Je fumais pas beaucoup, mais il paraît que des gens comme moi, ça devrait pas fumer. Enfin des gens comme moi. Une fois j'ai entendu un gars qui disait ça. Lui il devrait pas fumer. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai fumé, quand je suis avec d'autres personnes, je comprends plus rien. Je sais plus ce qui se passe. Je pars en bas de trip. Enfin bon, quand je fume, c'est tout seul à la fenêtre. Et puis après, je vais m'allonger. Et puis je pars dans mes exercices de concentration et de respiration. Voilà, c'est comme ça que je pratiquais. Donc maintenant, j'ai laissé tomber tout ça, ces béquilles de merde. Et du coup, l'autre me fait peur. J'ai une appréhension parce que l'autre, je le vois tel qu'il est. Je vois son
Je vois le prédateur en lui, tu vois, autant que je vois le prédateur en moi. Je vois la personne qui dit blanc et qui pense noir. Je vois la personne, pas le prédateur quoi, l'enfoiré de sa race, de merde, d'enculé qui te pompe ton énergie tout simplement. Et qui, au cours d'une discussion, mine de rien, va te balancer un petit truc qui va réactiver des mémoires. Tu vois là-bas, je sais pas si tu vois, il y a des biches. Il y en avait 3. Je crois que c'était des vaches de loin. Non, c'était 3 biches. Je sais pas si tu les as vues. Je filme un peu comme ça, je vois pas ce que je filme parce que la luminosité de mon écran est baissée. Sinon, j'ai pas assez de batterie. J'ai un vieux téléphone de merde. Tu vois, je fais un peu ces vidéos parce que je me dis, le jour où je vais crever, j'aimerais bien que ma fille, même si je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais de toute façon c'est con parce que quand les gens meurent, on se rend compte que les autres en ont rien à foutre en fait. Tu vois, les gens sont vieux, on attend qu'ils crèvent finalement pour avoir la thune. Et il y a cette avidité en nous, tu vois, ça, on n'y peut rien. On a été élevé comme ça, tu vois, et puis le système dans lequel on vit, bah, c'est exactement quelque chose qui encourage ça. Faut de la thune, faut de la thune, faut de la thune. Même si tu n'en veux pas, eh ben, un jour tu as un cancer, un jour tu es malade, faut te faire soigner, il faut aller voir des spécialistes. Donc il te faut de la thune. Tu vois, ou tes enfants tombent malades, ils ont besoin de quelque chose. Et il te faut de l'argent, tout le temps. Voilà. Donc ça fait pas de nous des bonnes personnes, tu vois. Ça fait de nous des espèces de... Ça fait une espèce de chaîne comme ça, de plancton humain, qui façonnons une espèce de monde où aucun de nous n'a sa place, tu vois. Soyons réalistes, hein, disons clairement les choses. Et voilà. Et une fois qu'on a posé la brique qu'on devait poser ou la brique qu'on devait être, et ben on disparaît. Et c'est les autres qui prennent le relais, tu vois, une espèce de petit Playmobil, comment dire, qui assemblons ce monde, cette réalité, cette société, en l'occurrence aussi, mais surtout ce monde et cette réalité. Voilà. Donc ouais, je suis pas, j'ai pas une énergie débordante, optimiste, mais je sens que je la récupère parce que je suis en train de remonter là. Contrairement à ce que tu crois, tu te dirais ce mec putain laisse tomber, je vais me tailler les veines. Quand je l'écoute parler, il me plombe en fait. Mais non, parce que je suis beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'avant, moi j'ai été élevé, je suis quelqu'un qui peut dire que des choses négatives. Je suis pas quelqu'un de positif. J'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé comme ça, quoi. Ça n'a jamais été bien, ça a toujours été pas mal. Tu vois. Et les mots ont une importance. Voilà, les mots ont une importance. Et moi je me suis rendu compte que dès que j'ouvrais la gueule, c'était pour dire des trucs qui plombent en fait, des trucs chelous comme ça, tu vois, des trucs pas cool quoi. Mais putain, le monde est pas cool, hein. Enfin, je comprends pas les gens qui rigolent et qui arrivent à s'amuser là-dedans, tu vois. Et c'est l'attitude qu'il faudrait faire en plus. Et être léger, tu vois, positif. C'est l'attitude qu'il faudrait avoir. C'est la meilleure attitude en fait. Alors moi je suis pas non plus tout le temps à vouloir à plomber les uns et les autres, tu vois, non, j'évite les rapports comme ça. Et puis maintenant je suis affûté, donc j'arrive à voir un petit peu tous mes travers et j'essaie de les éviter. Et même c'est pas que je les évite, je rentre dedans, tu vois, et je les vois, alors qu'avant je les voyais pas. Tu vois, c'est la différence que je vis par rapport à avant. Avant, je vivais de la même façon, sauf que je voyais rien. Et je voyais pas le mal que je faisais à ma fille aussi. Je voyais pas tout le mal que je faisais avec nos huis clos comme ça.
sans personne qui venait. Alors j'ai essayé, hein, j'ai essayé de ramener dans la relation, j'ai essayé de ramener quelques personnes, tu vois, notamment des copines, tu vois, enfin, tu rencontres quelqu'un et puis tu essayes de faire quelque chose avec, mais ça n'a jamais rien fait, tu vois, parce que bon, pas parce que je sais pas, je suis trop demandeur, je suis pas tombé sur les bonnes personnes, puis et puis tu sais, faut quand même reconnaître que dans une relation amoureuse, quand t'as rien à vendre, eh ben t'as rien à vendre, tu vois. Et une relation amoureuse, c'est pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a ça aussi, tu vois. Mais bon, et moi j'en suis là, tu vois, donc voilà. Voilà. Donc bah, j'ai essayé de ramener un peu de vie. Au début, il y a ses copines qui venaient à la maison, puis après ça s'est espacé, tu vois. Puis bon, maintenant il y a son copain qui vient, avec qui je parle un petit peu, tu vois. La dernière fois, il m'a invité chez ses parents. Putain, comment j'étais pas bien. En plus, j'étais en pleine déprime. Oh là 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 là, c'était horrible, quoi. C'était horrible, quoi. Mais le matin, je me force à me lever, tu vois. J'essaie de me lever tôt parce que je passerai mes journées au lit, quoi. Je passerai mes journées au lit et j'organise ma journée d'une façon débile, quoi. Débile. Genre, je vais chercher un litre de lait, je fais 5 km, je reviens, ça y est, c'est bon, ma journée elle est faite. J'ai promené mon chien, j'ai essayé de parler au moins de personnes possible. Tu vois, voilà. Je vois toujours dans les yeux des autres une lueur de pitié et je peux pas. Et je peux pas, parce que cette lueur de vérité, cette lueur de vérité, je peux pas la supporter. Voilà. Et je suis dans une espèce de spirale, de putain de spirale, une espèce d'auto-enfermement incroyable, où je sais pas si j'arriverai à en sortir. C'est pour ça que je fais ces vidéos. J'ai fait plein d'audios aussi que j'arrive pas à passer sur YouTube, mais qui sont sur mon téléphone et qui peuvent expliquer un petit peu tout ce par quoi je suis passé, tu vois, mais je suis un psychopathe, je suis un espèce de goût. Parce que j'ai été élevé pour être ça, tu vois. J'ai été comme nous tous en fait. Non, mais je suis pas que ça non plus. Je suis tellement plus, tu vois. Et puis je crois que je suis trop dans l'observation. Et l'observation, c'est pas l'action. Et quand je suis dans l'action, je me prends pas la tête, je me pose pas de questions. Les choses se font, voilà. Les choses se font. Mais je peux pas être autrement. Je suis constamment en train d'analyser les choses. Constamment. Alors je sais pas si c'est de la réalité ou si c'est du délire. Quand je vois des gens, je sais pas si j'imagine ou si je vois vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Tu vois, il y a une part de moi qui dit que je sais ce qui se passe à l'intérieur d'eux. J'ai accès à ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et puis il y a une partie de moi qui me dit non, t'imagines tout ça. Donc cette partie c'est le doute. Mais je sais pas si c'est un doute fondé ou un doute infondé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc je navigue comme ça. Et puis comme il faut bien prendre une décision, tu ne peux pas naviguer avec un gouvernail qui tourne sans arrêt entre la gauche et la droite, et qu'il faut bien choisir une direction, j'ai choisi la direction où je ne doute pas, et où je sais que les gens, ce qui me renvoie, c'est ce qui se passe en eux. Voilà. J'ai choisi de prendre ce parti pris, donc voilà. Donc voilà. C'est chouette, hein, ces roches comme ça. Donc bien souvent, je vois la personne quand je commence à l'ennuyer, je vois quand elle parle, parce qu'elle se sent obligée de me parler, parce qu'on se croise et dire tiens, je vais lui accorder quelques instants à cette espèce de con là. Et
Et je vois le truc, tu vois, je vois le truc et ça me fait vomir, quoi. Ça me fait vomir. Ce manque d'authenticité, ça me fait vomir. Et même moi, je me rends compte que je suis pas authentique, tu vois. Et des fois, j'aimerais taper le poing sur la table et dire, allez tous vous faire foutre. Vous me faites tout chier, bande de cons. Regardez la vie que vous menez, là, bande de... Et puis je me dis quoi, attends, tu parles de ces gens-là ou finalement tu parles de toi? Parce qu'on est jamais, finalement, que face à soi-même, toujours. À chaque fois que je critique quelqu'un, eh ben je me rends compte que cette critique, elle m'est toujours adressée d'une façon ou d'une autre. C'est toujours quelque chose où je me dis, mais attends, t'as vu comment c'est chouette? Cette critique-là, elle est pour ma gueule, tu vois. Elle est pour ma gueule, cette critique-là, tu vois. Ouais, les gens ils sont cons, ils devraient faire comme ci, ils devraient faire comme ça. Puis je me rends compte que c'est moi qui suis con et qui devrait faire comme ci et qui devrait faire comme ça. Arrête de te plaindre et puis fais de la thune, mon pote, tu vois. Et puis rigole et puis exploite les gens et puis prends-les pour des cons et rentre dans le jeu, tu vois. Rentre dans le jeu. Et ouais. Donc ici, on est à... Si on voit 620 mètres. Donc ça, c'est le GR7 et ça, c'est la direction qui va à Saint-Martin-en-Coyeux. Et là, l'Ardière. Si on voit, tour du parc. Et là, tu vois, on va rentrer parce qu'il y a des gros putains de nuages. Et bien sûr, on n'est pas équipé. Et puis de toute façon, c'est pas une histoire d'être équipé ou pas, tu vois, c'est une histoire que... Alors ça fait quand même une vidéo de... Là, on est à 47 minutes. Je sais pas si ça va intéresser du monde. Je sais pas. S'il y a des personnes là qui sont arrivées à ce niveau de la vidéo, eh ben franchement j'aimerais bien que... Alors ça fait bateau, ça fait con, tu vois, mais si vous me pouviez laisser un petit mot, un petit truc, un petit quelque chose, un petit... autre chose qu'un pouce, tu vois, ou un petit abonnement. Moi je préférerais que vous laissiez un petit message, un petit truc perso, un petit truc, forcément le vas-y, t'as suicide, arrête de nous faire chier, arrête de nous casser les couilles, t'as pensé à l'euthanasie, non, tu vois, un truc, si ça vous a touché, ce que je vous ai dit, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit retour, au moins sur la beauté du paysage. Voilà. Il faut savoir que la merde dans laquelle j'étais, j'ai l'impression, enfin je veux croire que je suis en train de m'en sortir, je veux y croire. Parce que déjà j'ai arrêté de fumer, parce que je fais des efforts, je me fais aider par un psychologue, je commence à parler de mes problèmes alors qu'avant j'en parlais jamais parce que je savais pas que j'avais des problèmes. Tu vois, je vois mes côtés sombres et je suis en train de... Je suis en pleine... solitude, d'isolement. Et tu vois, c'est pas évident, c'est pas simple. À un moment donné, je suis rentré dans une petite association, on allait voir des SDF, des sans-abri, tu vois, puis très vite j'ai compris qu'en fait je faisais ça juste pour ma gueule, quoi. C'était pas pour eux que je le faisais, c'était juste parce que je me sentais seul et que je voulais acheter une conduite ou je sais pas quoi, tu vois. Et qu'en fait ça je l'ai toujours fait, je suis toujours allé voir les gens qui me semblaient en demande, sans être en demande, mais j'ai toujours offert mon temps gentiment à tout le monde en fait. Et je crois que c'est peut-être aussi ça le problème, tu vois, le gars qui veut absolument se faire aimer et qui dit amen à tout pour avoir un peu d'attention et qui ferme sa gueule devant sa meuf jusqu'à se faire écraser parce qu'il a peur que la meuf le quitte, tout simplement. Mais bon, ça c'est des schémas que je suis en train de dépasser. Enfin que j'aimerais à croire que ce sont des schémas que je suis en train de dépasser. Voilà. Et quand je parle de tout ça à ma fille elle me dit mais papa t'es normal, t'es complètement normal, t'es comme les autres, t'es comme tout le monde, c'est gentil ma nénette, mais j'ai tellement de souffrance à l'intérieur de moi, tu vois, je regarde les autres et je me dis mais pourquoi je suis pas comme eux, tu vois.
après je me dis, bah attends, t'es pas comme eux parce que t'es pas comme eux. Cherche pas, personne n'est comme... On est tous différents, tu vois. Mais ouais, mais à ce point-là quand même. À ce point-là, quoi. Enfin voilà. Donc on va arrêter cette petite vidéo là. Je sais pas combien, on a presque 1 heure. On va arrêter de saouler tout le monde, on va arrêter de saouler internet. Et bah, si ça vous a touché, alors je suis conscient que je suis quand même dans quelque chose d'assez dépressif et anxieux. Voilà, je prends pas de médicaments, peut-être c'est un peu, je sais rien. J'essaie de j'ai pas forcément de problème pour m'endormir et pour dormir. Je pourrais passer ma vie à dormir. Et mon kiff en fait, la seule chose qui me fasse un peu vibrer, c'est marcher. Voilà, c'est marcher. Enfin, c'est marcher, tu vois. J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est le titre d'un film. Mais quand j'ai loué ce film, je l'ai loué pour le titre et je me suis dit putain, mais j'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part et j'ai pris conscience qu'il n'y avait personne qui m'attendait en fait. Et que j'étais peut-être un boulet pour tous les gens autour de moi. Voilà. Et ça fait chier. Et ça fait chier. Ça renvoie à une espèce de solitude. Et quand je vois à peu près... quand je vois que cette solitude-là, la plupart des gens la rejettent, la refusent. Ils sont dans le déni, tu vois, alors qu'elle existe, elle est là, tu vois. Puis la grande question, est-ce qu'on peut être complice avec ses enfants, tu vois? Est-ce que c'est le but du jeu? Est-ce que... Enfin bon, des questions à la con, des questions. Le problème, c'est pas la question, c'est pas de trouver une réponse à la question. Le problème, c'est que la question t'empêche de vivre, en fait. La question t'empêche d'être dans l'immédiateté et dans quelque chose de beau, en fait. Dès qu'il y a la question c'est de la merde. C'est toujours de la merde, et ça sera toujours de la merde. Voilà. Et puis le petit radar que j'ai au fond de la tête là qui me, comment dire, qui remarque tout, qui est dans l'hypervigilance et qui déforme les choses. Je suis né avec en fait, hein. Je suis né avec ce truc là. Quand je regarde avec lucidité, je m'aperçois que je suis pas devenu comme ça en fait. J'ai toujours été comme ça. Et quand j'étais gamin, j'avais pas de potes en fait. J'avais pas de copains, forcément. Après j'étais à l'armée, bon. J'ai eu des copines, hein. Je suis sorti avec d'autres copains aussi. On sortait en groupe à l'armée, après j'ai fait des études. On était chez les uns chez les autres, on faisait des fêtes et tout machin, pas de problème, tu vois, j'avais des copines aussi. Après j'ai tombé sur une meuf qui était ma meilleure amie quand j'étais à l'école. Et cette meuf, ben en fait je me rends compte que c'est depuis que ça s'est fini avec cette meuf qu'il y a quelque chose en moi qui s'est cassé. Elle m'a pris pour un con. Je me demande si c'était pas quelqu'un de... Bah si, c'était quelqu'un d'hyper toxique en fait. Et puis moi j'étais quelqu'un d'hyper naïf. Un con, un peu. Enfin voilà quoi. Et elle m'a pris pour un con, mais un truc de fou quoi. Et depuis ça, et ben voilà. Voilà, donc ça fait quand même, je sais pas, un certain nombre d'années, de dizaines d'années quand même. Ça serait quand même bien de se libérer du truc. Mais le truc, c'est que je n'avais jamais percuté en fait. J'avais jamais fait attention. Voilà. Et c'était une meuf qui me dévalorisait souvent pour se rehausser à mes dépens en fait. Tu vois, genre elle m'engueulait parce qu'elle avait les cheveux tout merdiques en fait. Ouais putain, et pourquoi Et puis après elle m'engueulait parce que son père était mort. Elle avait perdu son père. Et on habitait à Toulouse à l'époque et elle m'a sorti le... Et pourquoi c'est pas toi qui es mort à sa place quoi? C'est genre... tu vois le genre de meuf quoi. Et puis elle avait fait des tentatives de suicide, enfin bon... elle avait fait de l'HP. Ah ouais c'est vrai, en y repensant, je crois que c'était une belle relation toxique. Et je m'en suis jamais remis en fait. Et la relation que j'ai eue après elle, c'était la relation avec la mère de ma fille.
Et ma pauvre, comment je lui ai fait la misère. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire, la maman de ma fille. Bon anniversaire Yasmine. Si jamais tu vois cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, eh ben, je voudrais quand même te dire que tout ce que je t'ai fait vivre comme saloperie, je crois que j'étais pas vraiment responsable de tout ça, et puis je crois que tu l'as compris un peu, mais tu t'es protégé, c'est bien. Mais voilà, enfin bon bref, c'est pas une histoire de message personnel, mais je crois que cette fille, Céline donc, m'a foutu de la vérole dans la tête en fait. Et je suis devenu pas terrible après quoi. Parce que quand on s'est séparés, je me suis repris un petit appartement tout merdique, tout pourri quoi. Et puis j'ai arrêté mon boulot. Puis j'ai commencé à faire de la musique, tu vois. Bon, j'avais des potes, j'avais des copines à droite à gauche. C'était la grande époque où je trompais tout le monde à tour de bras. Parce que je l'avais jamais fait, parce qu'on me l'avait fait, tu vois. La Céline m'avait tellement ratatiné et m'avait tellement pris pour un con que je m'étais dit je vais me venger quoi. Je vais me venger de la vie. C'est con, hein. C'est con parce que quand tu te venges de quelqu'un en fait, c'est comme si tu te mettais toi-même des coups de pied dans les couilles ou c'est comme si tu mettais des coups de batte de baseball en pleine gueule, tu vois. C'est pas à l'autre que ça fait mal, c'est pas à la vie que ça fait mal, c'est à toi. C'est à toi, tu vois. Donc voilà, bon, en ce moment je navigue un peu dans ces eaux-là, tu vois. Alors oui, je suis passé par plein de méditation, machin, les trucs classiques, tu vois, mais c'est pas ça dont j'avais besoin en fait. J'avais besoin de me remettre les pieds sur terre et de voir à quel point j'étais parti, j'étais barré quoi, complètement barré quoi. Et je suis toujours barré quoi. Et je sais pas si un jour je serai pas barré quoi. Et en fait j'ai qu'une envie, c'est me casser d'ici tout le temps. Je veux partir. Quand j'étais gamin, j'avais même pas 10 ans, je voulais déjà me suicider, tu vois. Je disais mais putain c'est ça la vie, franchement, vivement que je me suicide quoi, j'en peux plus. J'avais 9 ans, attends j'en ai 55. C'est bon quoi, tu vois. À un moment donné, alors bon, toute ma vie n'est pas non plus qu'une grande chute, tu vois, il y a des petits moments comme ça, mais là ça fait quand même un certain nombre d'années où ces petits moments là il n'y en a plus, tu vois. Là c'est la chute libre, hein. J'ai baissé les bras, il y a une dizaine d'années j'ai baissé les bras, là, depuis que je me suis installé en Seine-Saint-Denis, j'ai baissé les bras, j'ai arrêté de bosser, j'ai tout arrêté en fait, j'ai que marché en fait pendant 10 ans, j'ai marché, j'ai respiré pendant 10 ans, ouais c'est con, hein. C'est comme ça, c'est de la merde, hein. Je me réveillais le matin, je voyais l'appart dégueulasse, tout pourri, truc merdeux, là. Je pouvais pas avoir plus, parce qu'il me fallait de la caution, et puis j'avais personne pour se porter caution, donc j'ai vécu là-dedans. Donc ma fille était avec moi, je faisais mon job de papa, et puis après je partais marcher pour me fatiguer suffisamment, puis quand je revenais le soir, j'étais fatigué. Et puis je fumais mon petit joint, et puis voilà. Voilà. Les spectacles de danse de ma fille, tu vois, ou les anniversaires de ma fille, j'y vais pas parce que je peux pas en fait. Il y a trop de gens, il y a trop de décalage, je me sens trop une merde. Je peux pas. C'est horrible, je te jure, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est juste horrible quoi. Tu vois ces gros nuages noirs là ? Ouais, c'est horrible. Donc voilà, depuis un certain nombre de mois là, je m'enregistre, je me réécoute, j'essaye de comprendre, j'essaye d'être honnête avec moi-même et pour essayer de sortir de tout ça quoi. Tout en sachant que la vie, la seule porte de sortie c'est la mort. Tu vois, donc voilà, donc on est baisé quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on aille, où qu'on aille, on est baisé quoi, on est vraiment baisé quoi.
Donc qu'est-ce que tu veux? Éclater de rire et... C'est... Ouais. Yasmine m'appelait frigomane. Frigomane. Le mec qui refroidit l'ambiance direct, il est là, pouf, et toute l'ambiance dégringole à des dizaines de degrés en dessous de zéro, quoi. Ouais. Mais au moins je suis pas tiède, voilà. Je suis pas brûlant, mais je suis glacial, quoi. Mais ouais, c'est comme ça. Mais on va essayer de revenir sur quelque chose de plus positif, hein, de toute façon. Et puis c'est marrant parce que j'ai un discours. Et puis quand je suis face à une situation, eh ben, bizarrement, ça se passe toujours bien. Toujours bien. Et je suis que dans la projection. Tout le temps dans la projection. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Bon, eh ben allez, on va laisser tomber tout ça là. Il est quoi là? Je sais plus à combien on est là. 1h01. Bon bah écoute, je te laisse. Et puis bon, si t'es arrivé à ce niveau de la vidéo, bah écoute, chapeau, merci en tout cas. Merci de tes oreilles. Et puis eh ben, sache que toi qui m'as écouté, eh ben, je t'aime. Voilà. Parce que j'aime le dire. Et puis parce que voilà. Parce que c'est important d'écouter les gens, quoi. Et puis si tu m'as écouté, je le sentirai de toute façon. Parce que ce genre de choses, ça se sent. Voilà. Bon allez, je t'embrasse. Ciao.